Je vous remercie pour votre invitation. Donc, j'avais dit que la règle du jeu, c'est que je ferais ce que je voulais, en essayant vaguement de l'inscrire dans la problématique du titre. Et la première partie, en tout cas pour ce matin et peut-être un peu cet après-midi où on verra, puisque je suis très bavard, c'est ce que j'ai appelé, ce qui n'a rien de neuf, l'invention de la Méditerranée. Parce que nous avons, nous, l'habitude de penser que la Méditerranée, comme pensée, comme concept, voire ce comment Fernand Braudel l'appelait, comme personnage historique. Dans la Méditerranée, au temps de Philippe II, c'était un personnage historique, la Méditerranée. Braudel ne s'était pas posé de la question, finalement, de savoir si des gens du XVIe siècle savaient qu'ils étaient sur la Méditerranée. Donc, si vous prenez par exemple l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, l'article Méditerranée, d'abord il est très court, une dizaine de lignes, c'est déjà significatif, alors qu'aujourd'hui on mettrait des pages et des pages dans une encyclopédie. Donc, Méditerranée, géographie, signifie cette vaste mer qui s'étend entre les continents de l'Europe et de l'Afrique, qui communique à l'océan par le détroit de Gibraltar, voire Gibraltar, qui mouille jusqu'à l'Asie en formant le pont Euxin et les Palus Mathéotides. Vous voyez mer. Alors j'ai regardé à mer, et à mer on m'a dit, voyez Méditerranée. Donc déjà les bons dictionnaires du XVIIIe fonctionnaient comme les nôtres. La Méditerranée s'appelait autrefois la mer de Grèce et la Grande Mer. Elle est maintenant partagée en différentes divisions qui portent différents noms. À l'occident de l'Italie, elle s'appelle la mer de Toscane, près de Venise, la mer Adriatique, ou le golfe de Venise. Vers la Grèce, la mer Ionique ou Égée, ou l'archipel, c'est-à-dire donc, en général, dans tous les textes du XVIIIe, quand on parle de l'Égée, on dit l'archipel. Hein. Entre l'Hellespont et le Bosphore, elle se nomme mer Blanche, parce que la navigation en est facile, et par-delà mer Noire, à cause que la navigation en devient alors difficile. Ceci est évidemment une erreur, puisque mer Blanche et mer Noire sont des appellations anciennes des signes cardinaux. Noir, c'est le nord, et blanc, c'est le sud. Donc, mer en arabe, c'est la même chose. On disait Bar al-Abiad pour la Méditerranée. Mais c'était simplement la mer du Sud par rapport à la mer Noire qui était la mer du Nord. Donc, vous voyez, si vous prenez cet article de l'encyclopédie, vous n'avez pas de notion particulière de la Méditerranée. On peut dire que jusqu'au début du XIXe siècle, voire même, on verra ça tout à l'heure, la période dite de la Restauration en France, jusqu'à cette période, la Méditerranée est fondamentalement un adjectif et pas un nom, un concept, une idée. Elle ne véhicule pas ce que nous mettons aujourd'hui sous le nom de Méditerranée. Alors aujourd'hui, nous avons tendance à penser que la Méditerranée est quelque chose de transhistorique. Je veux dire, on dirait, la Méditerranée de la Grèce antique, de Périclès, ou celle des Romains, la Mare Nostrum, serait à peu près la même que celle d'aujourd'hui d'un point de vue écologique. Et donc, on aurait toujours à dire, voyez, les paysages que nous voyons aujourd'hui, c'était les mêmes qu'il y a 3000 ans ou 4000 ans. Peut-être pas 5000 ans. À 5000 ans, on avait des forêts, mais ensuite, on les consommait toutes. Alors, évidemment, ceci n'est pas exact du point de vue historique. La Méditerranée et ses paysages bougent, changent. Et ce qu'il faut faire revenir en arrière, c'est pour ça que j'avais dit que je commencerai le 19e siècle vers 1450, c'est ce qu'on a pu appeler la fin de la Méditerranée médiévale.
Alors, là, il faut revenir aux grandes variations climatiques. Aujourd'hui, on nous cause à juste titre du réchauffement climatique, mais il faut savoir que vous avez eu des oscillations climatiques au millénaire dernier, la période dans laquelle je suis né d'ailleurs. Donc, vous avez eu ce qu'on appelait le premier optimum médiéval, où il faisait aussi chaud ou même un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Il y avait de la vigne au bord de la Baltique, au début du XIIIe siècle. C'est pour ça que d'ailleurs que les Vikings ont pu aller au Groenland. C'était à cause de l'optimum médiéval. Et puis ensuite, tout entre dans ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui commence entre 1300 et 1350. Vers 1450, il y a une rémission, qui est donc à ce qu'on certains appellent le second optimum médiéval. Et puis ensuite, à partir de 1550, c'est le petit âge glaciaire sur la Méditerranée elle-même qui frappe dans cette réalité. Alors, la Méditerranée médiévale, celle des grandes villes, enfin des cités empires, Venise, Pise, Gênes, etc., avec ces expansions coloniales en Méditerranée orientale, les États francs du Levant, et pas simplement les États croisés, c'est une Méditerranée des littoraux. Et on met au point tout un système agricole qui fonctionne justement grâce à la chaleur, à la température, qui est plus élevée que la période qui suit, avec la mise en place de cultures nouvelles venues d'Asie, en particulier le coton, la canne à sucre, etc. Le sucre candi vous renvoie au fait que les premières plantations de canne à sucre sont en Crète, à Candie, c'est-à-dire l'actuelle Héraclione. Donc, vous avez une agriculture de plantation, d'exportation. Et alors, au moment où les Hispaniques commencent à entrer dans l'Atlantique, c'est-à-dire d'abord les Açores avant de passer au-delà, enfin les îles Canaries plutôt, l'économie de plantation méditerranéenne file vers l'ouest. Et avec la découverte de l'Amérique, ça va donner naissance, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, de la grande économie de plantation que vous connaissez dans cette période, donc en particulier le sucre colonial, etc. On reviendra ensuite sur les autres produits américains. Donc, si vous voulez, la Méditerranée l'Atlantique des Hispaniques, c'est-à-dire des Hispano-Portugais, c'est une projection de la Méditerranée sur le Nouveau Monde, mais sur des dimensions incommensurablement plus grandes. De même, ça correspond au premier empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, c'est-à-dire l'Empire ibérique. On dit Empire ibérique puisqu'à partir de Philippe II, l'Espagne et le Portugal sont associés dans une seule entité politique. Donc, la Méditerranée des Habsbourg fonctionne directement avec le Nouveau Monde. Tout le monde sait, enfin, Pise est le centre économique financier de l'Empire des Habsbourg qui finance donc tout le circuit qui couvre, Gênes, pardon. Gênes est le centre financier du système habsbourgeois. Et donc, la conquête du Nouveau Monde passe par les circuits financiers dominés par les Italiens. Enfin, vous avez l'esclavage, qui était une pratique commune en Méditerranée, ou à l'époque médiévale, et évidemment, l'esclavage explose en nombre avec cette projection vers le Nouveau Monde. Alors, vers 1550 commence le petit âge glaciaire.
Le petit âge glaciaire en Méditerranée, c'est succession permanente, enfin constante, de façon incontrôlée, dirons-nous, de ce que nous appelons aujourd'hui des orages cévenols. Vous savez, ces orages d'une extrême brutalité, sur lesquels vous pouvez avoir jusqu'à 1 mètre d'eau qui tombe en 48 heures, qui dévaste tout, etc. Et donc, le petit âge glaciaire, c'est d'abord ces dévastations des espaces littoraux par ces orages cévenols qui fait que progressivement, les littoraux deviennent infréquentables. Parce qu'on se fait tremper de façon constante. Donc, l'ensemble des populations méditerranéennes des rives nord et sud quittent les littoraux dans la seconde moitié du XVIe siècle pour monter vers les hauteurs, parce que mes ancêtres paysans méditerranéens le savaient très bien, si on est au haut de la colline, on ne risque pas de se faire inonder. Donc, des deux côtés de la Méditerranée, sur les hauteurs, sur les collines, les petites montagnes, les 800, 900 000 mètres, etc., enfin oui, tout ce système, les villages souches se construisent. Et ensuite, vous avez un système agricole qu'on trouve sur les deux rives de la Méditerranée, qui est que le village souche se dilate ou se rétracte en fonction de ces évolutions démographiques qui sont souvent liées aux questions de sécurité. C'est-à-dire que vous avez un gros village souche en haut, et si la population augmente avec la sécurité, on crée ce qu'on appelle des écarts, c'est-à-dire des petites agglomérations, des hameaux si vous voulez. Et puis si les conditions redeviennent trop mauvaises, on abandonne les écarts pour se regrouper sur le village souche. C'est une des explications pourquoi les voyageurs européens du XVIIIe siècle, quand ils sont dans l'Empire ottoman, voient des ruines partout. Parce qu'en fait, ils voient les écarts. Et ils pensent que c'était des villages qui ont disparu. Alors qu'en réalité, c'est tout simplement des mouvements de diastole et de systole, si vous voulez, des villages souches méditerranéens. Vous avez une régression historique, c'est-à-dire que l'agriculture méditerranéenne se reconcentre sur ses bases élémentaires depuis l'Antiquité. La fameuse trilogie des céréales, le blé, de la vigne et de l'olivier. C'est un retour en arrière par rapport à toute la culture littorale de la période précédente. En particulier, on se lance dans les cultures arbustives. Alors qu'à l'époque médiévale, les produits, les nouvelles plantes qui arrivent sur la Méditerranée viennent d'Asie, le coton, etc. À l'époque moderne, c'est l'arrivée massive des plantes américaines. Donc la tomate, que vous croyez être méditerranéenne parce que vous en voyez partout en Méditerranée, mais qui n'arrive que dans la foulée de Christophe Colomb, les haricots, le maïs, les pommes de terre, le tabac. Et l'intérêt de ces plantes américaines, c'est qu'elles sont adaptées à la culture des hauteurs. Elles résistent au froid. Alors que les plantes traditionnelles des littoraux. Donc on peut aussi bien planter des tomates sur le littoral qu'on peut planter des tomates en altitude. Par contre, vous ne pouvez pas planter des orangers en altitude, alors que c'est une culture de littoral. Et vous n'avez qu'à regarder, ouvrir les yeux sur la Méditerranée, la trace de ça, c'est sur toutes les rives de la Méditerranée, les terrasses. Cette culture en terrasse. Aujourd'hui, vous n'y avez plus qu'une caillasse, mais en réalité, vous voyez, si vous regardez ces lignes qui traversent la caillasse des collines méditerranéennes, c'est la culture des terrasses. L'autre jour, j'avais repris la route entre l'aéroport Ben Gurion et Jérusalem, et j'étais fasciné de voir les traces des terrasses de l'époque. Alors, qu'on nous disait qu'il n'y avait pas de cultivateurs arabes, on peut imaginer au contraire l'immense travail que ça avait été la mise en place de ces terrasses qui sont en train de s'effacer en Cisjordanie comme partout ailleurs en Méditerranée. Enfin, vous avez de la transhumance moutonnière massive
puisque le système agricole qui se met en place dans le petit âge glaciaire, c'est les pâturages d'été dans les littoraux, les régions basses, non, d'hiver, pardon, sur les régions basses, et des pâturages d'été dans les régions hautes, avec transhumance permanente, dont on a encore les traces aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas regarder un paysage méditerranéen sérieux si vous ne voyez pas les traces de transhumance. Toutes les voies des deux rives de la Méditerranée sont des voies de passage des troupeaux de moutons de l'époque dite moderne. Alors donc, mouton, c'est l'arrivée, c'est le triomphe absolu des moutons et de la chèvre, ce qui évidemment pour la végétation est une catastrophe, en particulier les chèvres. J'avais regardé des photos que les pères jésuites avaient fait du Mont Liban au début du XXe siècle. La façade du Mont Liban sur la mer, il n'y a rien. La roche est nue. Aujourd'hui, elle est couverte de végétation, un siècle après. Et quand on demande qu'est-ce qui s'est passé, ils m'ont dit, il n'y a plus les chèvres. Donc, en plus, vous avez l'insécurité, qui rend aussi les littoraux difficiles à vivre. Le danger vient de la mer. À l'époque moderne, parce que vous avez une guerre de course. Un course, ça veut dire cancer. Hein. Ce n'est pas les courses au supermarché. Donc, vous avez une course permanente en Méditerranée sur les deux rives. C'est-à-dire vous avez une course chrétienne et une course musulmane. Et les deux ont base de faire prendre des captifs et de les vendre comme esclaves. Certaines estimations diraient que 2 millions de chrétiens au moins ont été mis en esclavage entre 1500 et 1800. Donc ils sont passés de la rive nord à la rive sud par ce biais-là. Ce sont des estimations. Mais ça veut dire donc qu'il y a des glissements de population très importants entre les deux rives à l'époque moderne. Chose dont on ne parle pas. Donc quand on fait tous les grands sanglots sur les méchancetés que les uns ou les autres ont pu faire, il faut penser aussi à ces méchancetés-là. Mais de toute façon, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc ce serait pénible pour les historiens si tout le monde était heureux. Enfin, en Méditerranée, sur la rive sud, vous avez les Bédouins. Et comme la population a quitté les littoraux et les vallées, ce sont les Bédouins qui s'installent dans ces régions basses, ce que vous explique par exemple pour la Palestine. Parce que je vous cite la Palestine parce que j'ai travaillé particulièrement sur les mutations écologiques de la Palestine. Vous avez donc l'installation sur les littoraux de grandes tribus bédouines à l'époque moderne. Alors la curiosité de cette Méditerranée moderne du petit âge glaciaire, c'est qu'elle est à la fois musulmane et chrétienne, c'est-à-dire que les littoraux sont musulmans. Parce que si vous regardez la carte, en gros, l'Empire ottoman il commence à Trieste, enfin, peut-être pas, hein, une partie de la Dalmatie reste chrétienne, mais donc une bonne partie de la totalité des Balkans est contrôlée par l'Empire ottoman, et une grande partie du littoral balkanique est contrôlée par les Ottomans, même s'il peut y avoir des républiques autonomes, mais soumettent à l'autorité du sultan, comme Raguse, par exemple, qui fait partie de l'Empire ottoman. Raguse, c'est l'actuel Dubrovnik. Hein. Et de l'autre côté, ça va jusqu'au Maroc. Donc la Méditerranée, les littoraux chrétiens, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. C'est tout. Ce que nous appellerions aujourd'hui la rive nord se réduit à cela. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a encore quelques États francs en Méditerranée orientale, mais ils disparaissent progressivement. C'est la guerre de Candie, justement, entre 1640 et 1660, où les Ottomans font la conquête de la Crète.
Et puis de temps à autre, les Vénitiens ont encore quelques pieds sur le Péloponnèse, mais ça ne dure pas très longtemps, c'est des tours de la Morée. Mais en gros, essentiellement, les littoraux sont musulmans, en dehors donc des deux péninsules méditerranéennes, européennes, pas la troisième puisque la balkanique est musulmane, mais en revanche la mer est chrétienne. La mer elle est chrétienne parce que ce sont les marines européennes après les pentes de 1571 qui contrôlent l'espace méditerranéen. D'abord après les pentes, il n'y a plus de guerre. De bataille navale entre chrétiens et musulmans en Méditerranée. Il y a un autre système qui s'est mis en place, c'est-à-dire que d'abord c'est une guerre de course, mais faites attention, les grandes puissances européennes comme la France et la Grande-Bretagne passent des traités avec les régences du Maghreb pour réglementer la course, au point qu'on a découvert aujourd'hui que les corsaires d'Alger, au XVIIe et XVIIIe siècle, avaient des lettres de course françaises. Et donc, la principale source d'information que l'on a sur la course d'Alger, c'est les archives de la marine française, puisque les consuls, quand ils donnaient une lettre de course, définissaient le bateau, l'équipage, etc. Donc, cette fameuse course méditerranéenne dont on dit les affreux musulmans c'était des Français, enfin, c'était sous autorité française, enfin, ils avaient des lettres de course françaises. Donc, vous avez la course, vous avez une course chrétienne, en particulier les Maltais, pas simplement les chevaliers de Malte, mais les Maltais en général. Quand Bonaparte prendra Malte en 1798, il libérera 2 à 3 000 esclaves musulmans à Malte. Donc la course fonctionne évidemment dans les deux sens. Mais simplement, ce qui s'impose, c'est la supériorité technique de la marine européenne, qui en plus, les chrétiens ne vont pas attaquer les navires chrétiens. La course chrétienne, et comme les deux principales puissances navales méditerranéennes ont passé des traités avec les musulmans, ils ne sont pas attaqués non plus. Donc, non seulement les navires de commerce européens font le trajet, le commerce entre l'Europe et le Levant, mais aussi les négociants musulmans font passer leurs marchandises entre territoires musulmans par les navires européens. C'est ce qu'on appelle la caravane, ce qu'on appellerait aujourd'hui le cabotage. Le cabotage est chrétien entre ports musulmans, avec des marchandises qui appartiennent à des marchands musulmans et non pas à des marchands chrétiens comme on aurait pu le penser. Alors tout ça s'accompagne de la fin, enfin du déclin constant des grandes républiques maritimes du Moyen-Âge, Venise, Raguse, etc., Pise, Gênes, et l'arrivée des grandes puissances en Méditerranée. Alors, les Britanniques arrivent tôt, puisque la Levant Company, la Compagnie du Levant, est créée en 1581. Donc, on est dans l'Angleterre élisabéthaine. Et la Levant Company va devenir permanente en 1592. Elle perdra son monopole commercial dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais elle ne sera dissoute qu'en 1825. Alors, on pose toujours la question, si vous lisez Shakespeare, enfin, regardez les pièces de Shakespeare, c'est rempli d'italianisme, de choses qui se passent en Italie. C'est que les Britanniques qui ont beau être protestants, ils fréquentent beaucoup l'Italie, à l'époque élisabéthaine. Et puis, du côté français, vous avez la Chambre de commerce de Marseille, qui est créée, qui est structurée surtout à partir de l'époque colbertiste, puisque, alors, c'est simple, la monarchie française donne le monopole du commerce du Levant, avec le monde musulman, parce que le Levant, c'est la partie est, et la Barbarie, c'est ce qu'on appelle le Maghreb. C'est pas péjoratif quand on dit la barbarie. Pourquoi on donne le monopole du commerce?
c'est qu'après avoir encaissé un certain nombre de coups de peste, les Européens se sont dit que si on empêchait les pestiférés d'entrer, il y aurait peut-être moins d'épidémies en Europe. Et donc, à partir du XVIIe siècle, les puissances européennes mènent des barrières sanitaires par l'installation de quarantaines obligatoires pour tout navire venant des terres musulmanes. Ce qu'on appelle donc les quarantaines, elles sont obligatoires. Et on ne sait pas quelles sont les causes de la propagation de la peste. Il faudra atteindre la fin du XIXe siècle, Yersin, pour découvrir que c'est la puce du rat qui transmet la peste. Mais la quarantaine bloque les épidémies. Vous savez, en 1720, il y a un navire qui triche à Marseille qui ne respecte pas la quarantaine et la peste se déclenche sur toute la région. À ce moment-là, l'autorité royale fait encercler Marseille et Toulon, les foyers de peste, et on fait tirer à vue sur toute personne voulant quitter la ville. Et donc, l'épidémie est contenue sur les ports et ne se répand pas dans le royaume de France. Ce qui vous signale au passage que la création de l'État absolu européen, de l'absolutisme européen, ce qu'on appelle l'État moderne qui se construit à partir de Louis XIV, se construit aussi dans la lutte contre les épidémies. Parce qu'il faut un pouvoir royal suffisant pour pouvoir faire ce genre de barrière par rapport aux épidémies. Alors, de l'autre côté, vous avez les échelles du Levant ou de Barbarie, qui sont les places de commerce dans le monde musulman qui sont ouvertes aux commerçants européens. Ce n'est pas nécessairement des ports. Alep et le Caire sont des échelles. Mais par exemple, Damas et Jérusalem ne sont pas des échelles. Donc, ce sont les échelles. On reviendra peut-être dans les discussions. Alors, nous arrivons en Méditerranée. Bon, les Français et les Anglais se bagarrent régulièrement en Méditerranée au XVIIe et XVIIIe siècle. Puisqu'on ne se bat plus contre les musulmans, c'est évidemment entre Français et Anglais qu'on se bat, avec les Espagnols d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est un élément permanent. Mais il y a un nouveau venu qui arrive en Méditerranée et qui va vous sembler familier, c'est les Russes. En 1770, la flotte russe de Baltique passe en Méditerranée, détruit la flotte ottomane à la bataille de Tchesmé, et à ce moment-là, les Russes s'allient avec les puissances ottomanes locales, ils font une alliance avec les Mamelouks d'Égypte et avec les Grecs de Morée, ce qu'on appelle du Magne à l'époque, donc du Péloponnèse, ce qui permet à leur flotte de circuler en Méditerranée et d'ailleurs d'ouvrir un cirque qui va durer jusqu'à nos jours, puisqu'en 1771, si mes souvenirs sont bons, ils bombardent Beyrouth pour la première fois. Donc, la grande question de la fin du XVIIIe siècle, donc ça se rapproche quand même du sujet, c'est le sort de l'Empire ottoman. Si les Russes vont-ils ou non s'en emparer? Et donc, c'est ce qu'on va appeler à l'époque, enfin pas à l'époque, les historiens postérieurs appelleront l'ouverture de la question d'Orient dans les années 1770. Le terme question d'Orient, je l'ai démontré récemment, n'apparaît que vers 1832. Mais l'idée est là. Et vous avez donc un débat sur l'avenir de l'Empire ottoman. Est-ce que les puissances européennes vont ou non s'emparer de l'Empire ottoman et se le partager? Alors, la question est d'autant plus compliquée que l'exemple que l'on a tous à l'esprit à ce moment-là, c'est le début de la conquête britannique de l'Inde. Parce qu'à partir de 1757, l'Angleterre est en train de conquérir le territoire, le subcontinent indien. En 1757, lors de la guerre de 7 ans, les Britanniques se sont emparés du Bengale. Et à partir du Bengale, c'est-à-dire un territoire qui doit faire 5 ou 6 fois la population des îles britanniques. Les Britanniques agrandissent de campagne militaire à campagne militaire et sont en train de créer quelque chose qui n'avait jamais existé avant eux, qui deviendra l'Inde. Puisque l'Inde est une création britannique, il faut quand même
se le rappeler. Et à ce moment-là, la question essentielle va la création d'un axe géopolitique qui est absurde à la limite, qu'on va appeler la route de l'Inde. En français, on dira la route des Indes, parce que les Français mettent les Indes au pluriel, tandis que les Anglais le mettent au singulier, ce qui est un peu pénible pour les historiens pour savoir de quoi ils parlent. Donc, les Français, la monarchie française, elle est l'alliée de l'Empire ottoman depuis François Ier, parce que c'était l'alliance de revers face au Habsbourg, à la maison d'Autriche. Après la guerre des 7 ans, il y a eu ce qu'on a appelé le renversement des alliances. C'est-à-dire que, bon, je rappelle la guerre des 7 ans, 1756-1763, qui est considérée par les historiens comme la Première Guerre mondiale, puisque les Européens se battent en Amérique. D'ailleurs, la guerre de 7 ans commence en Amérique, en Europe et en Asie, puisqu'on se bat en Inde dans la guerre de 7 ans. Donc, il y a eu le renversement des alliances, ce qui a bien chagriné les sultans ottomans, comme dira Selim II, l'empereur ottoman, le sultan ottoman au moment de la Révolution française, qu'on lui a annoncé la création d'une république, et a dit au moins une république n'épouse pas une archiduchesse autrichienne. Au revoir à Marie-Antoinette. Mais le grand stratège de la fin de la monarchie, Vergennes, inverse, puisque la France avait un système d'alliance qui allait de la Suède jusqu'à l'Empire ottoman, Suède-Pologne et Empire ottoman, ça faisait une ligne continue. Et Vergennes, lui, il conçoit cette alliance non plus contre la maison d'Autriche, mais ce qu'on appellerait en containment de l'expansion impériale russe qui a commencé sous Catherine II dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et donc les défaites ottomanes des années 1770 posent problème. Et alors vous aurez donc chez les intellectuels, les essayistes, des géopoliticiens du temps, deux lignes possibles de discussion. Les premiers diront l'Empire ottoman est foutu, les musulmans sont complètement en décadence, le despotisme a détruit toute vitalité dans ces pays, une pichenette et tout s'effondre, comme ça s'est passé en Inde. Donc on n'a plus qu'à se partager le gâteau. Et la seconde école, qui est représentée d'ailleurs par Vergennes en particulier, et son ambassadeur de France à la fin de la monarchie à Constantinople, à Choiseul-Gouffier, c'est de dire les pays d'islam, c'est comme un arbre vénérable. Certes, ils sont un peu déplumés, mais si on trouve un bon jardinier qui le retaille, il pourra reprendre de la vigueur. C'est-à-dire qu'à la fin du XVIIIe siècle, on utilise l'image de l'arbre, alors que dans la seconde moitié du XIXe siècle, on parlera de l'homme malade. L'idée de Vergennes, c'est qu'il faut envoyer de bons jardiniers, c'est-à-dire des missions techniques françaises pour redonner à l'armée ottomane son organisation, c'est-à-dire la convertir au modèle militaire européen, et donc ça implique envoyer des artilleurs, des ingénieurs, etc., mais aussi ouvrir des écoles d'ingénieurs, créer des imprimeries. C'est-à-dire que tout le programme de ce qu'on appellera la coopération jusqu'à aujourd'hui est en genèse dans les instructions que Vergennes envoie à ses diplomates dans l'Empire ottoman. Et du coup, ça intéresse beaucoup. Il y a, par exemple, un jeune officier français dans les années 1780 qui s'ennuie comme un bras mort et qui se demande s'il ne pourrait pas aller faire une mission militaire chez les Ottomans, parce que là, au moins, ça bouge. C'est le jeune Bonaparte. Alors, tout ça
ça pose un problème, c'est que nous sommes obsédés historiquement par la Révolution française, donc on ne voit pas ce qui se passe à côté. Quand la France devient hors-jeu par la Révolution française, il y a une nouvelle guerre entre la Russie, l'Autriche d'un côté et les Ottomans de l'autre. Les Russes descendent le long de la mer Noire jusqu'au niveau de la Bulgarie actuelle. Et là, il y a un nouveau acteur qui se pointe, c'est la Grande-Bretagne, on est en 1790, qui envoie une flotte à proximité des détroits pour la première fois et qui dit « Attention, n'allez pas plus loin, vous allez toucher à la route de l'Inde ». Et donc les Russes s'arrêtent parce qu'ils ne veulent pas une guerre avec la Grande-Bretagne. Nous, les Français, on n'est pas au courant, on fait la fête de la Fédération à ce moment-là, oui. Etc. Et donc cette histoire de partage du gâteau, on arrête le jeu pendant quelques années, puisqu'à partir de 1792, c'est la Grande Guerre européenne, dite des guerres de la Première Coalition, qui commence contre la Révolution française. Et puis ensuite, vous avez la guerre. Alors en 1795, c'est ce qu'on appelle les traités de Bâle. L'Autriche, l'Espagne, la Prusse et l'Espagne se retirent de la guerre. Il n'y a plus que l'Autriche et la Grande-Bretagne contre la France. Et c'est l'arrivée massive des troupes de Bonaparte, c'est la fameuse campagne d'Italie de 1796-1797. Les Français arrivent sur l'Adriatique et détruisent Venise. Et donc les îles Ioniennes, Corfou, Zante, Céphalonie deviennent des propriétés françaises. Et du coup, l'Autriche se retire de la guerre. Et donc, il n'y a plus qu'une guerre contre l'Angleterre. Et la guerre contre l'Angleterre, elle ne peut prendre de sens que dans ce qu'on appelle la conquête, parce que les Français du Directoire, comme l'Angleterre ne veut pas accepter les conquêtes militaires françaises, il y a deux possibilités. Soit on coupe l'Angleterre de l'Europe, c'est-à-dire conquérir l'Europe, ce que Napoléon fera plus tard sous le nom de blocus continental, soit on frappe l'Angleterre en Inde, donc il faut prendre l'Égypte. Et donc la première solution, on ne peut pas traverser la Manche, la faute britannique est trop importante, on peut pas. Donc la première solution étant écartée du blocus continental, c'est la fameuse expédition d'Égypte qui commence le débarquement français, en gros c'est le 1er juillet 1798, devant Alexandrie. Alors ça, c'est toujours dans la Méditerranée du petit âge glaciaire. Et en même temps, vous avez une redécouverte de l'Antique. Alors, la redécouverte de l'Antique, non pas que les Européens n'ont pas cessé d'être dans l'Antique depuis la Renaissance, ils sont obsédés par l'Antiquité, mais je veux dire, lire Plutarque sur Louis XIV, ça ne vous rend pas républicain. Lire Plutarque sur Louis XVI, vous devenez républicain. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a des textes qui font la gloire du civisme qu'ils créent des sentiments politiques. En Europe, il faut qu'il y ait un changement d'univers culturel en Europe pour que les textes antiques aient un nouveau sens. Et vous avez, à la fin du XVIIIe siècle, dans la moitié du XVIIIe siècle, une redécouverte de l'Antiquité qui va d'abord passer par les Britanniques. C'est ce qu'on appelle le Grand Tour. L'aristocratie britannique envoie ses rejetons faire le Grand Tour, c'est-à-dire 1 ou 2 ans de voyage. Généralement, on traverse la France, mais le Grand Tour, c'est l'Italie. Et on va à Rome, Venise, et on regarde les antiquités. Le Grand Tour produit des images nouvelles de l'Antiquité. De surcroît, vous avez la découverte de Pompéi, à la fin du XVIIIe siècle, à quelques années de la Révolution française, et avec donc le grand savant allemand Winckelmann qui commence à faire une lecture de l'art antique
qui n'existait pas auparavant. D'autant plus qu'on va bientôt opposer l'art romain à l'art grec. Parce que ce qui suit les événements, c'est que non seulement l'Antiquité est romaine, mais elle est aussi grecque. Mais les Grecs, on les avait perdus de vue. Et c'est un peu la faute aux Français, parce que quand ils font la guerre en Europe, on ne peut plus faire le grand tour en Italie. Quand vous êtes un aristocrate britannique, qui commençait votre grand tour, il y a la guerre partout. Ils ne pouvaient pas aller en Italie, parce qu'on se bat déjà en Italie avant l'invasion française de 1796. Et donc, on va faire le grand tour en Grèce ottomane. Et donc, vous avez l'arrivée de ces jeunes Européens, voyageurs, riches, dont le but est d'acheter des antiques, ce qu'on appellerait, nous, des antiquités. Donc, les petits commerçants grecs du coin, ils se disent, c'est quand même curieux, tous ces Européens, ils veulent nous acheter des antiques. Donc, on commence à pas en fabriquer, mais en tout cas, à les sortir de terre, parce qu'il y a un marché de l'antique qui s'établit. Et c'est la demande européenne d'objets antiques grecs qui pousse à la redécouverte de la Grèce antique chez les Grecs modernes, avec des personnages emblématiques comme Lord Byron au début du XIXe siècle dans Shide-Harold. Mais on voit très très bien, par exemple aussi le dernier ambassadeur de France à Constantinople sous la monarchie, Choiseul-Gouffier, fait la première expédition scientifique en Grèce. Il a à ses propres frais, parce que c'est un riche aristocrate, constitué une mission scientifique d'une vingtaine de personnes qui font des fouilles et des relevés archéologiques en Grèce. Et donc, le principal héritage de sa mission diplomatique, c'est le voyage pittoresque de la Grèce, qui est le premier modèle d'expédition scientifique européenne. Donc, vous avez une redécouverte de l'antique. Et une antiquité qui va prendre plus de sens sous la Révolution française, puisque la Révolution française, elle est antichrétienne. Donc, comme on ne peut plus utiliser le répertoire chrétien, on va se relancer dans le répertoire antique. Vous vous rappelez, les gens de la Révolution française, ils sont en toge. Les gens de le style directoire et le style retour d'Égypte après 1801, c'est de l'antique. Des choses très belles. Pensez à Canova comme sculpteur, par exemple. Ce néoclassicisme qui est celui de la période de la Révolution. De même, vous avez la naissance de l'égyptologie. Alors là c'est un problème technique, c'est qu'on ne sait pas ce que disaient les anciens. Alors il y avait de vieilles traditions venues de l'Antiquité qui disaient que les anciens Égyptiens étaient des grands très sages, un peu magiciens sur les bords. D'ailleurs, ils avaient été jusqu'à Paris, puisque Paris c'était par Isis, évidemment, et que le temple d'Isis, c'est là où il y a Notre-Dame. Ça c'était les équilibrations des gens du XVIIe et XVIIIe siècle qui essayaient de comprendre de quoi il s'agissait. Mais comme on ne peut plus d'avoir histoire chrétienne sous les Lumières, on est obligé de se donner une généalogie. Et comme les Grecs avaient dit qu'ils avaient pris leur savoir chez les Égyptiens, c'est chez Platon et autres, donc on m'a dit les sciences et les arts sont nés en Égypte. Et les anciens Égyptiens étaient des sages. Pensez à la flûte enchantée de Mozart et à la franc-maçonnerie qui tourne autour de la sagesse égyptienne. Et ensuite, les sciences et les arts sont passés chez les Grecs et les Romains. Donc c'est le civisme, après la sagesse. Ensuite, elles sont passées chez les Arabes, et c'était les sciences. Et puis ensuite, le mouvement de l'histoire a basculé dans l'autre sens. Les Arabes ont transmis aux Européens les sciences. Ils ont
découvert grâce à la Révolution le civisme. Et donc, si on retourne en Égypte, on trouve la sagesse et la fin de l'histoire. Et ça vous explique le contenu idéologique et mental des conquérants français de l'Égypte en 1798 et le fait que si Choiseul-Gouffier avait une vingtaine de savants, Bonaparte en a 180 avec la Commission des sciences et des arts. Donc, on va créer quelque chose qui va devenir, on pourra en discuter éventuellement, l'égyptologie. Mais au-delà, on va reprendre la vieille thématique ancienne que l'Orient, c'est l'origine, et que donc l'Europe est supérieure au reste du monde, mais la supériorité européenne vient de l'Orient, qui est toujours la terre des origines. Donc là, on a une discussion qu'on va voir sur toute la Révolution, qui est le problème des anciens et des modernes. L'ancien moderne, c'est une vieille discussion qu'on a depuis le XVIIe siècle, je veux dire. Mais elle n'était pas politique, elle était littéraire. Et puis, les gens du XVIIIe siècle, ils étaient passés de 2 à 4. L'humanité se divisait entre les anciens, les modernes, les orientaux et les sauvages. Tandis que la discussion qu'on a sous la Révolution française, c'est est-ce que les modernes peuvent avoir la même liberté que les anciens? Et ça amènera au célèbre texte de Benjamin Constant, La liberté chez les anciens et chez les modernes, qui justement explique que les modernes ont la vie privée et donc n'ont pas la vision qu'on appellerait nous aujourd'hui totalitaire de la liberté qu'avaient les anciens. Ceci donc pour montrer combien la redécouverte du passé antique est en train de retransformer les choses, la perspective dans laquelle on voit la Méditerranée dans cette période clé, cruciale, toujours difficilement compréhensible pour les historiens, qui est la période de la fin des Lumières, celle du néoclassicisme, celle où le grand mouvement philosophique français de l'époque, on dit plus les Lumières, on dit les idéologues, et les idéologues veulent construire une science de l'homme. C'est la dernière génération des Lumières, les idéologues. Condorcet, Volney, des études de Tracy, etc. Ce sont des gens qui font la Révolution. Et il lance tout ça. Alors, quand la Révolution française avait démarré sur le slogan de la régénération de la France. Les textes révolutionnaires, c'est la régénération de la France. Et puis, comme on est un peu ambitieux chez les Français, on a passé progressivement de la régénération de la France à la régénération de l'espèce humaine. C'est d'ailleurs pour ça que quand on arrive en Égypte, on libère les musulmans. Je ne sais pas très bien de qui, mais on les libère quand même. Donc, quand les Français débarquent le 1er juillet 1798 à Alexandrie, ils viennent libérer les Égyptiens, qui ne savaient pas qu'ils étaient Égyptiens, qui ne savaient pas qu'ils étaient Arabes. Mais ça, c'est un autre problème. On leur a appris après. Donc, si vous voulez, si vous prenez le chroniqueur égyptien Abdelrahman al-Gabarti, c'est quasiment cinématographique. En ces jours-là, une flotte franque est apparue devant Alexandrie et elle a envoyé un bateau dans la baie, dans le port. C'était des Inglésiines. Et les Inglésiines, c'est Nelson, qui dit pardon, vous n'avez pas vu des Français? On a dit non, on n'a pas vu de Français. Alors les Inglésiines sont restés quelques jours et puis ils sont repartis. On a fait ouf. Et puis, 3 jours après, la mer est arrivée couverte de navires de Ferrancilide.
Et là, ils ont débarqué, ils s'étendaient comme des sauterelles. Oui, parce qu'on débarque 32 000 soldats français face à une ville qui a 6 000 habitants. Donc, évidemment, ça fait un choc numérique. Et puis, comme l'armée française sait bien faire les choses, ensuite, on a fait traverser le désert entre Alexandrie et le Nil à l'armée française en uniforme d'hiver, à une température moyenne de 40 degrés à l'ombre. Ils ont bien souffert. Alors, les coloniaux ont mis un peu de temps avant de découvrir l'existence du short et autre chose du même genre. Donc, ça, c'est donc l'expédition d'Égypte. Et donc, cette expédition d'Égypte, elle termine ce qui était en Genèse dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que l'espace politique européen se dilate jusqu'à l'Indus, c'est-à-dire le long de la route de l'Inde. Les Britanniques découvrent des Jacobins partout. C'est pas, donc, quand ils suppriment le royaume musulman du Décan de Tipu Saïb, c'est pour détruire les Jacobins du Décan, puisque ce sont des alliés de Napoléon, de Bonaparte en Égypte. Ils vont même découvrir des Jacobins en Afghanistan, vous voyez. Donc, c'est ce qu'on appelle le début du grand jeu. Et donc, l'Empire britannique de l'Inde se construit dans la période révolutionnaire, avec un certain Wellesley, futur Wellington, dans la chasse aux Jacobins, parce qu'on trouve des Jacobins partout en Asie. Bon, je dis, on se crée des dangers, vous voyez. Et donc, la question de l'Empire ottoman est un des grands jeux des coalitions successives qui deviendront ce qu'on entrera dans l'histoire à partir de la troisième coalition, comme étant les guerres napoléoniennes. Alors là, les Ottomans, ils ont réussi quand même à beaucoup, c'est qu'ils se sont mis toujours dans la bonne coalition, dans le bon camp gagnant. Dans la seconde coalition, ils étaient du côté des Russes et des Anglais et des Autrichiens contre les Français, qui se termine là, donc ça se termine en 1802. Mais dans la troisième, qui commence en 1803, les Ottomans sont du côté des Français contre les Russes et les Anglais. Et ça dure jusqu'à 1812. Et au printemps 1812, ils ont l'intelligence de faire la paix avec la Russie, ce qui les évite de se compromettre avec les Français de la campagne de Russie. Donc, les Ottomans ont compris que la survie de l'Empire, c'était de jouer sur les problèmes de l'équilibre européen. Et tant que les Européens ne pouvaient pas se mettre d'accord pour se partager l'Empire, les Ottomans s'en sortaient. Et donc, dans cette période très cruciale pour l'Empire ottoman, qui est donc la Révolution et l'Empire, voilà, c'est diplomatiquement, mais grâce au fait qu'il y a toujours des alliés européens à l'Empire ottoman, que l'Empire ottoman survit. Donc, si vous avez des alliés, vous êtes en même temps en train de vous moderniser. Quand les Français avaient envoyé des missions militaires dans l'Empire ottoman, bon, on les a retirés parce qu'on faisait autre chose. Mais ensuite, durant la seconde coalition de 1798 à 1802, ce sont les Britanniques qui encadrent l'armée ottomane. Et donc, ils se modernisent avec les Anglais. Mais par contre, sur la coalition suivante, ce sont les Français qui envoient des missions militaires pour encadrer l'armée ottomane. Donc là, ils se remodernisent avec les Français. Alors, il y a des anecdotes là. Bon, comme les Français étaient en Égypte, on a envoyé un nouvel ambassadeur qui était un lord écossais. Les Anglais, Lord Elgin. Et donc, quand les Ottomans ont dit ça, Elgin, c'est pas le diable, ça? On a dit non, c'est un seigneur écossais, c'est un dérébé, c'est un seigneur des collines. Donc on a fait l'analogie avec les Bédébés des Anatoliens. Mais c'est le Lord Elgin, comme vous le savez tous, il a raflé les Antiques. Et c'est lui qui a fait le coup des marbres du Parthénon, dont les Grecs commençaient à peine à s'intéresser à l'époque où Elgin est allé en faire l'acquisition. Et donc, nous disons les frises du Parthénon et tout, mais les Anglais disent Elgin Marbles.
Et, donc, ça pose encore des problèmes aujourd'hui. La patronne, elle est là? J'ai fait à peu près 1 heure, là. Je continue ou on pose des questions? On est dans le suspense de l'invention de la Méditerranée. Non, mais on est entre les deux, parce que maintenant, on commence à faire... C'est mélangé. Hein. Non, ben, je sais bien. Non, non, mais je pense que c'est vous qui êtes le maître du temps. Moi, je vous laisse finir. Non, ce qui se passe, comme je l'ai dit, la Révolution française, c'est la régénération du genre humain. Et c'est le retour des sciences et des arts dans leur terre d'origine. Bon, tout ça va amener que quand Bonaparte entre en Égypte, il dit ça va être une transformation dans la civilisation du monde. Donc, il est le premier à utiliser systématiquement le concept de civilisation. Et civilisation va devenir de plus en plus le terme qui va remplacer sciences et les arts. Les gens du XVIIIe siècle, les gens des Lumières, disent les sciences et les arts. À partir de Bonaparte, on dit la civilisation. Et ce que les Français, éventuellement les Britanniques aussi, apportent au reste du monde, c'est la civilisation. Donc le terme de civilisation va devenir un thème fondamental de ce qu'on appellera au XIXe siècle les idées napoléoniennes. Dans le discours napoléonien, civilisation va être utilisée systématiquement pour remonter des populations arriérées un peu barbares. Donc, à l'époque, attention, il ne s'agit pas de la rive sud. Les opérations de civilisation que fait Bonaparte, enfin Napoléon, c'est Naples, où il remonte une Italie du Sud qui est devenue arriérée, en lui apportant la civilisation. C'est la guerre d'Espagne, où Napoléon apporte. Et ensuite, pour prendre le dernier discours, qui sera emblématique jusqu'à aujourd'hui, la campagne de Russie est une guerre de la civilisation contre la barbarie. Donc, il faut toujours comprendre, c'est terriblement compliqué à saisir la période révolutionnaire et impériale parce qu'elle est extrêmement riche de signification et on arrive toujours avec beaucoup de mal à la décrypter parce que nous avons tendance à y projeter notre propre préoccupation d'aujourd'hui sur ces 20 ans, enfin ces 30 ans, 1789, 1815, donc ça fait 26 ans. Sur ce quart de siècle-là, implique toujours d'avoir des lectures complexes dessus, parce que tout le sort du monde y tourne aussi. Quand Napoléon gagne la bataille d'Austerlitz, comme vous le savez tous, de décembre 1805, il s'établit en Pologne. Et là, qui arrive en Pologne pour discuter avec lui? Des ambassadeurs turcs et des ambassadeurs persans. Donc, il y aura des discussions politiques qui ne donneront rien parce que Napoléon leur propose à la Perse de faire une coalition contre la Russie, qui est l'ennemi de la Perse, parce que les Russes sont en train d'envahir le Caucase et chasser les Persans du Caucase. Ils sont en train de faire la conquête de l'Azerbaïdjan, l'actuelle République d'Azerbaïdjan, et de la Géorgie, etc. Donc, Napoléon dit « Ah oui, c'est une excellente idée, on va faire une liaison. Donc, on va vous envoyer des militaires pour vous réformer militairement. » Et puis ensuite, il fait le contraire, puisqu'il fait le pacte de Tilsit avec la Russie. Donc, il lâche en cours ses alliés persans. Mais ça voulait montrer que vous avez un changement des perspectives à ces moments-là. Prenons un autre exemple, la chronique d'El-Gabarty. Donc, c'est le grand écrivain égyptien, le plus grand de la période. Et ça se lit vraiment avec plaisir, Gabarty. Donc, chez Gabarty,
avant 1798, on sait vaguement, mais très vaguement, que l'Empire ottoman est souvent en guerre avec les Russes. C'est très loin, c'est dans les Balkans, c'est du côté de Belgrade. C'est pas clair. C'est très loin. Bon, évidemment, c'est pour ça, concernant ce truc de cinéma, je vous ai dit, les Francs qui deviennent des Ferencziyin et des Inglésides qui se battent chez nous. Mais après, Gabarty dit il y a eu une grande bataille en Europe entre les Nemsawiyin, les Moscoviyin, les Ferencziyin, etc. C'est Austerlitz. C'est-à-dire qu'avant 1798, on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en Europe. Mais après 1798, on sait que le sort de l'Égypte se joue quelque part en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, enfin Tchéquie d'aujourd'hui, Austerlitz. Donc, toutes les perspectives géographiques et mentales ont été changées dans ces années. Alors, donc, l'un des grands projets napoléoniens, c'est la civilisation. Et évidemment, ça va être hérité après Waterloo. Alors, là, peut-être des questions sur cette partie-là, puisqu'ensuite on continuera cet après-midi sur un 19e siècle, avec un réchauffement climatique à la prime. Merci, de toute façon, jusque-là, je pense qu'on peut vous applaudir. Tout d'abord, merci parce que c'est vraiment passionnant. Enfin, et juste une petite question sur les Égyptiens. Donc, vous disiez qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient arabes et qu'ils étaient égyptiens et qu'on leur a dit après. Quelle était la perception qu'ils avaient de leur identité? Vous savez que ce qu'on appellerait aujourd'hui les Égyptiens de souche s'appelaient des Fallahs. Dans l'Égypte des XVIIIe siècle. Et Fallah, dans le vocabulaire politique de l'Égypte du XVIIIe siècle, ça correspond à ce qu'on appellerait dans le reste de l'Empire ottoman, Reaya, sujet. Ça veut dire sujet. Quand le Nakib al-Ashraf, c'est-à-dire donc le syndic des descendants du prophète au Caire, mène l'insurrection de 1805, contre le gouverneur ottoman, ce qui va amener Mehmet Ali au pouvoir, ça rend furieux le gouverneur ottoman. Non pas d'être chassé, ça c'était l'habitude chez les Mamelouks du XVIIIe siècle, on disait « Enzel Yabasha », et donc on virait le pacha ottoman, et ça arrivait à peu près tous les 2 ans. Donc ça, c'est une classique. Mais c'était des Mamelouks qui faisaient ça. Et le gouverneur ottoman, Khorshid Pacha, il est vraiment furieux parce que ce sont des Fallahs. Donc ça, vous avez ça. Vous avez aussi l'autre terme utilisé, comme dans l'ensemble du Proche-Orient, mais beaucoup en Égypte, un terme que nous avons beaucoup de mal à comprendre, qui est Aoulad al-Arab, les enfants des Arabes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des Arabes, mais ce sont des Aoulad. Alors, est-ce que ce sont des arabisés? Est-ce que ce sont des gens issus de mariage? Enfin, Arabes, c'est bédouin. Et encore aujourd'hui, en Égypte, le descendant de Fellah haïsse les bédouins. C'est l'ennemi mortel du Fellah, c'est son persécuteur, c'est son racketteur, et ainsi de suite. Les seuls qui, au XVIIIe, s'appellent égyptiens, Messirli, et pas Mesri, ce sont les Mamelouks. Donc, les chefs Mamelouks sont appelés El-Umara El-Mersiliyin, c'est-à-dire les émirs égyptiens, mais avec le suffixe turc et pas le suffixe arabe.
Et en fait, ça veut dire plutôt Kérot. Et un de mes amis égyptiens disait qu'en fait, ça voulait dire les princes urbains. Masr. C'est dans le 19e siècle, progressif. Si on prend Gabarty, c'est toujours très intéressant à lire Gabarty. Il utilise Umara al-Marsaliyin jusqu'à 1805. Ensuite, ils sont chassés du Caire par Mehmet Ali. Ils se réfugient en Haute-Égypte. Ils les appellent al-Umara al-Saïdiyin, les émirs du Saïd, c'est-à-dire de la Haute-Égypte. Et c'est après que vous avez l'apparition du Mesri, qui est à la fois le Kérot et l'Égyptien. Et ça, c'est la création de l'identité égyptienne à travers le 19e siècle pour exploser vers 1880 avec le grand slogan « Masr al-Misriyin », l'Égypte aux Égyptiens. Mais en 1800, c'est anachronique. Bonjour. Je voulais savoir si à cette période-là, donc fin du 18e, ou plutôt vous demander à quel moment il y avait conscience de cette identité, entre guillemets, de cette appartenance à la Méditerranée du côté justement de la barbarie, du Maghreb. Non, encore une fois, il n'y a pas d'identité. C'est pour ça que je me suis repris. C'est la partie de cet après-midi où on va voir les transformations de la Méditerranée. Ce que je voudrais essayer d'expliquer à partir de ce matin et cet après-midi, c'est que l'identité méditerranéenne, elle est le produit du retour aux Antilles d'un côté et de la fin du petit âge glaciaire de l'autre. Mais il faut attendre un peu de suspense quand même. J'attends. Non, mais je vous pose cette question parce que là c'est beaucoup plus contemporain. Il y a on va dire une certaine idéologie qui existe essentiellement en Algérie et en Tunisie sur l'appartenance à la Méditerranée. C'est un pan identitaire d'une certaine gauche qui utilise cette appartenance-là pour rejeter tout ce qui est arabo-musulman. C'est-à-dire on se définit comme méditerranéen ou même comme berbère en opposition à l'identité globale. Disons que c'est en dehors du champ parce que c'est plutôt quelque chose qui se construit dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est l'époque de Valéry, puis ensuite de Camus, etc. Mais on peut dire en effet que l'identité méditerranéenne s'est construite surtout au XXe siècle pour mettre fin à l'opposition Orient-Occident. Orient-Occident, ça s'oppose frontalement, tandis que Méditerranée, ça unit. Et donc, à chaque fois qu'on est dans des périodes, ces dernières décennies, dans des périodes de relative tension entre les deux rives de la Méditerranée, on a recours à l'idée méditerranéenne pour calmer le jeu. Alors, indépendamment d'autres facteurs qui sont aussi importants, parce qu'on a besoin d'une gestion commune de l'espace méditerranéen pour des raisons en particulier écologiques. Mais fondamentalement, l'idée méditerranéenne du XXe, mais c'est en dehors de ce que nous voyons aujourd'hui, et ça n'a pas été qu'une invention européenne, ça a été repris par des grands écrivains arabes, des grands penseurs arabes, c'est tout le mouvement phéniciste. Au Liban, c'est Taha Hussein. En Égypte, etc. Mais ça fait partie aussi des métamorphoses de l'idée méditerranéenne qui nous dépasse un peu aujourd'hui, qui n'est pas exactement le sujet d'aujourd'hui. Oui. De quel ordre Ces variations climatiques, c'est de quel ordre de degrés? C'est un changement de 10 degrés On a le problème, c'est qu'on n'avait pas de thermomètre à l'époque. Donc on ne le voit que par la végétation Oui, il y en a certains qui disent qu'entre l'optimum climatique, le second optimum climatique et le petit âge glaciaire pour la région méditerranéenne, ce serait une variation de l'ordre d'1,5 degré. Ce qui est colossal. Parce que je vous rappelle que nous sommes essayé d'arrêter le réchauffement climatique à 2 degrés.
Et vous remarquerez que les 2 degrés, c'est en fait les 2 degrés de la fin du petit âge glaciaire. Parce que la base de référence, c'est 1850. Alors on dit avant la révolution industrielle, mais implicitement, c'est admettre que le réchauffement climatique commence en 1850. Donc, et que c'est donc ce qui succède au petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, en France, il a été terrible. Les glaciers ont envahi tout. Dans les Alpes, Chamonix, on en voit les prêtres essayer de jeter de l'eau bénite pour arrêter la progression des glaciers qui est en train de détruire le village, hein, etc. Il y avait des questions par là. Oui, bonjour. Concernant l'expédition de Napoléon Bonaparte en Égypte, 1798-1801, est-ce que l'objectif quel est l'objectif final de cette expédition? Est-ce que c'était une invasion? Est-ce que c'était scientifique? Est-ce que c'est une colonisation? Parce que comme le tout, mon général. Tout à la fois. Est-ce qu'il voulait rester, on va dire Il y a une raison stratégique. J'ai expliqué, c'est frapper l'Angleterre en Inde. Ça, les Anglais l'ont parfaitement compris. Donc, ils ont mis le paquet pour chasser les Français d'Égypte. Ça, c'est clair. Et on voit très bien qu'avec les Autrichiens, ça grince, parce que les Autrichiens voudraient que les Anglais fassent autre chose que de combattre en Égypte contre les Français, durant la seconde coalition. Mais là, l'obsession anglaise, c'est l'Égypte, parce que c'est la route de l'Inde. Là, il n'y a pas de problème. Les Français ont visé juste, parce qu'ils ont vraiment mis la pétoche chez les Britanniques en faisant cette opération militaire. Ensuite, mais là c'est un autre sujet, c'est la grande mutation géopolitique qui commence à la guerre de 7 ans. Je pense les historiens pensent aujourd'hui que la date pivot, c'est la guerre de 7 ans, 1756-1763, qui est que l'expansion européenne bascule du Nouveau Monde vers l'Ancien Monde. Et donc les gens, les penseurs, les géostratèges de la fin du XVIIIe disent le chapitre européen de l'histoire de l'Amérique est terminé. Les Français ont perdu le Canada, les Anglais sont en train de déjecter par la création des États-Unis, et dans la foulée, les colonies espagnoles et portugaises ne tiendront pas longtemps, elles vont prendre leur indépendance, ce qui n'est pas faux puisqu'elles les prendront entre 1808 et 1820. Sauf, oui, même, enfin, c'est plus compliqué pour le Brésil, mais en gros, c'est ça. Donc, l'expansion européenne se retourne vers l'Ancien Monde, et c'est pour ça que la guerre de 7 ans est essentielle, puisque c'est l'exemple du Bengale qui montre que c'est possible. Donc, pour les Français de 1798, le deuxième objectif, c'est faire une colonie, parce qu'ils ont perdu les îles des Antilles. Parce que les Britanniques sont en train de faire la conquête des Antilles à ce moment-là. Ils ont surtout perdu Saint-Domingue, Haïti. Et donc, il y a des projets chez les stratèges français de remplacer Saint-Domingue et faire du sucre en Égypte au lieu de le faire. Ce qui est faisable. Hein. L'Égypte est encore aujourd'hui un pays de production de canne à sucre. Moi, sous le maréchal Sissi, pour des raisons stratégiques, parce que les cannes à sucre, c'est très détestable pour la sécurité publique, parce que c'est impénétrable. Et donc, traditionnellement, depuis qu'on met des cannes à sucre en Égypte, vous avez des dissidents armés ou des bandits qui se réfugient dans les champs de canne. Donc, Sissi réduit la production de canne à sucre pour avoir un peu plus de sécurité sur les routes en Haute-Égypte. Ça, c'est un problème d'aujourd'hui. Donc, la vision coloniale, elle est là. Mais ce qui est nouveau, c'est l'argument de la civilisation, de la modernisation, si vous voulez, du développement. Ça, c'est un thème nouveau. Et donc, c'est pour ça que les Français se présentent en libérateurs. Évidemment, les Égyptiens ne comprennent rien. Mais ils se présentent en libérateurs des Égyptiens.
qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin d'être délivrés. Mais bon, ça arrive régulièrement. J'avais fait un article qui a été publié dans lequel j'avais mis côte à côte la déclaration de Bonaparte à la prise d'Alexandrie le 1er juillet 1798, la déclaration des Français à la prise d'Alger en 1830, la déclaration des Britanniques à la prise de Bagdad en 1917 et la déclaration des Russes pour l'invasion de l'Afghanistan et en terminé par celle de George Bush en 2003. C'est presque à mot la même chose. Sauf que Bonaparte est le premier. Bonjour. Alors moi j'aimerais savoir si en dehors des guerres, il y avait des contacts entre le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Europe, dire culturellement, est-ce que au niveau commerce, etc., en dehors des périodes où il y avait de la guerre? Même durant la guerre, on faisait toujours du commerce. Comme je l'ai dit, le commerce méditerranéen était contrôlé par les navires européens. Mais ils faisaient du commerce constamment avec les musulmans. Donc il y avait des échanges. Alors comment se fait-il que de l'autre côté de la Méditerranée, du côté sud, ils voyaient bien que les Européens étaient plus développés, ils avaient des armements, ils avaient des flottes plus modernes, etc. Et ça les a pas titlés, ça leur a pas posé de questions. Donc d'abord, il y a eu... D'abord, il faut penser que dans le monde de l'islam méditerranéen, comme dans l'ensemble du monde de l'islam de cette période, on est encore à l'âge du manuscrit. Il y a quelques imprimeries qui fonctionnent, qui sont des imprimeries chrétiennes et missionnaires, au Mont-Liban, etc. Mais enfin, c'est les premières grandes imprimeries musulmanes sont construites justement par les missions de coopération européenne à Istanbul dans les années 1780-1790. D'où le fait que jadis Bernard Lewis avait dit les musulmans ne s'intéressaient pas à ce qui se passait chez les Européens parce qu'on n'a pas de texte. Le problème, c'est qu'il y avait 2 millions d'Européens qui sont passés de l'autre côté de la Méditerranée entre 1500 et 1800. Donc, c'est par ce biais-là qu'ils savaient qu'il y avait des choses. Mais simplement, les renégats, comme on les appelait en général, parlaient en lingua franca. Et la lingua franca, ça ne laisse pas de traces écrites. Le plus gros texte de lingua franca écrit que nous disposons, c'est la Turquerie du bourgeois gentilhomme de Molière. C'est le texte le plus long qu'on a en lingua franca. Mais la lingua franca, elle a été comprise dans toute la Méditerranée au XVIIIe. Et tous ces chrétiens qui travaillaient tous ces Européens qui travaillaient dans l'Empire ottoman utilisaient la lingua franca. Alors, la seconde chose, c'est que vous avez une attraction du monde musulman sur une partie des Européens, une fraction européenne, parce qu'on est dans une société aristocratique en Europe et que l'islam apparaît à juste titre au XVIIIe siècle comme une société méritocratique. Et donc, vous pouvez réaliser de grandes choses en Orient parce que vous n'êtes pas prisonnier de votre naissance. Et donc, une partie des renégats sont des gens volontaires qui se convertissent à l'islam. Ça va durer encore jusqu'au début du XIXe siècle, parce qu'ils peuvent faire des choses en Orient qu'ils ne peuvent pas faire en Europe. Et je vous renvoie à Mozart, l'enlèvement au sérail. Le pacha est un renégat. Et il est devenu pacha. Donc l'image qu'un Européen peut faire grande carrière s'il se convertit à l'islam, elle est courante, puisque c'est le sujet d'un opéra de Mozart. Donc, ça fait partie de l'environnement familier du temps. Et puis, le troisième point, c'est qu'évidemment, vous avez la meilleure religion, la meilleure société. Donc, vous ne voyez pas pourquoi vous allez emprunter des choses aux autres. C'est quand les autres commencent à venir vous envahir que vous dites que vous avez un problème chez vous. Donc c'est tout le problème du réformisme ottoman qui se manifeste dès la fin du XVIIIe siècle, qui essaie de comprendre pourquoi on n'a plus les moyens. Alors la première réflexe, c'est de dire parce que les institutions de l'Empire
se sont décomposés, donc il faut revenir aux institutions anciennes. Et puis, donc, c'est ce qu'on a appelé, paradoxalement, la modernisation archaïsante. Et puis, quand on a vu que ça ne fonctionnait pas, on a été obligé de prendre les méthodes européennes proprement dites. Et là, c'est la modernisation par importation. Ce que mon collègue Adem Eldem appelle les modernisations ottomanes au pluriel, et pas la modernisation, parce qu'il y en a une pluralité de modernisations. Mais ça, c'est plutôt à partir de 1800 que vous avez des choses de ce genre. Mais là, en même temps, vous avez déjà la naissance, entre guillemets, des fondements, un texte que je trouve admirable, parce qu'elle est rapportée dans le journal de l'armée d'Égypte, parce que les armées françaises avaient des journaux et des presses, et donc on sortait un journal 2 fois par semaine, on faisait 4 pages, de l'armée d'Égypte. Et donc, c'est la veille de la campagne de Syrie, où Bonaparte va aller jusqu'au Liban, les troupes françaises vont aller jusqu'à Tyr et jusqu'au Golan. Donc, Bonaparte dîne chez un des grands chers d'Al-Azhar, et il lui dit, c'est rapporté dans le journal, la semaine même, je veux dire, Bonaparte dit, bon, vous, les Arabes, vous avez fait des grandes choses dans le passé. Et le cher dit, bah oui, ça reste bah oui, on a fait des grandes choses dans le passé. Je pense qu'Hausen lui-même, il trouvait que se faire traiter de bédouin, c'était désagréable. Ça, c'est un autre problème. Alors Bonaparte continue, il dit, oui, mais maintenant, vous êtes en complète décadence technique. Alors, le cher a dit, ah non, on a le Coran. Et Bonaparte, oui, il dit, mais bon, peut-être que vous avez le Coran, mais avec le Coran, vous ne pouvez pas faire de la poudre à canon. Et le cher dit, si. Et donc, c'est toutes les ambiguïtés, les problèmes de la modernisation et de l'islam comme instrument de résistance intellectuelle, mais qui est aussi, quelque part, aussi un piège. De ce point de vue-là, donc c'est tout sujet. Bon, alors vous avez 2 réactions différentes qui sont répertoriées dans les sources pour l'expédition d'Égypte. Il y a les Français qui ont voulu faire un coup d'épate au Caire en lançant une montgolfière pour montrer combien ils sont modernes et techniques. Donc ils lancent une montgolfière, elle s'élève et puis pouf, elle retombe. Et le gabartier dit, ça vaut pas plus qu'un cerf-volant d'enfant. Mais en revanche, on a la visite des chers à l'imprimerie que les Français ont mise en place. Et là, le cher, il dit, c'est dans les textes, avec ça, on pourrait quand même publier beaucoup plus de livres. Et donc, un peu plus tard, il faut attendre 1820 pour que vous ayez l'imprimerie de Boulac se mette à fonctionner, donc avec 25 ans d'écart par rapport à Istanbul. Mais vous voyez, donc vous avez des réactions totalement contrastées. Bon, et puis vous avez les chrétiens d'Orient qui, eux, sont au courant. Parce que les chrétiens d'Orient, ils sont en liaison permanente avec les chrétiens occidentaux, que ce soit les orthodoxes ou les catholiques. Ils sont en contact permanent. Vous avez des missionnaires catholiques depuis le XVIe siècle, des jésuites, etc., qui sont en Orient, des melkites. Et donc, on sait ce qui se passe en Europe, d'où le fait que il faut bien comprendre, quand les Français arrivent en Égypte, ils disent « Nous, on a chassé le pape de Rome. » Et qu'on est ami des musulmans. Alors, ça pose évidemment quelques migraines aux autorités musulmanes de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là? Ces chrétiens qui disent qu'ils ont chassé le pape de Rome et qu'ils sont favorables aux musulmans. Alors, au Caire, on dit « Ah, bah, ça va être des athées. » Alors, au Caire, on regarde les encyclopédies musulmanes tardives, ça du 15e, 16e, 14e,
Cathés, oh oui, ça doit être des indiques, c'est-à-dire des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient à la transmigration des âmes, et donc, si on leur coupe la tête, ils ne peuvent plus avoir de la transmigration, etc. Ils comprennent à la fois qu'ils ont des gens sans religion en face d'eux, mais ils ne peuvent le comprendre qu'à travers l'existence d'une tradition philosophique et athéiste dans l'histoire de l'islam classique, qui n'existe plus de leur temps, mais qui est répertoriée dans les encyclopédies musulmanes. Mais par contre, à Constantinople, on dit tout de suite, c'est la faute à Voltaire et à Rousseau. On a un texte que Bernard Lewis avait publié, une déclaration ottomane, disant les mauvais instruments sataniques que sont Voltaire et Rousseau ont répandu la méchanceté dans l'humanité, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au Caire, on fonctionne dans la lecture des textes médiévaux, tandis qu'à Constantinople, on sait que Voltaire et Rousseau, ça existe. Oui ? Oui, j'ai une question sur les. Quand vous avez parlé des concepts de l'homme malade à remplacer par l'arbre, le bon jardinier, c'est un peu la formation d'une opinion publique. Et vous avez parlé des essayistes. Est-ce que c'est la même chose que les publicistes? Je ne sais pas trop ce que c'est. Ou je dirais la même chose, oui, essayistes, publicistes. Et quel est leur métier, le publiciste, ça veut dire quoi? Et est-ce qu'ils ont des relations avec les orientalistes, avec les pionniers de l'orientalisme? Bah, vous avez, comme partout ailleurs, des gens qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas. Bah, je veux dire, c'est quelque chose qu'on connaît très bien aujourd'hui. Hein. Donc, vous en avez aussi au XVIIIe. Donc, vous avez toute une publication dans la dernière décennie, après 1770, d'essais de géopolitique, etc. Bon, il y en a qui connaissent quand même le sujet. Même si on prend les deux opposés, celui qui est favorable à l'expansion, par exemple, de Catherine II et des Russes, c'est Volney, qui a fait après son voyage en Orient en 1788, Volney écrit un texte en faveur de la destruction de l'Empire ottoman et sa conquête par les Russes. Et de l'autre côté, vous avez un ancien consul de France qui a épousé une grecque orthodoxe, donc qui connaît bien la région parce qu'il a traîné pendant des décennies au Levant, c'est Louis de Chénier, qui fait un texte de défense de l'Empire ottoman. Et vous le savez certainement, Louis de Chénier, c'est le père d'André Chénier et son frère, le frère d'André Chénier, là. André Chénier, c'est le poète, et l'autre, c'est le conventionnel qui a écrit le chant du départ. Marie-Joseph Chénier. Et d'ailleurs, on voit très bien, ça c'est intéressant, Louis de Chénier avait épousé une grecque de Constantinople, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'était une orthodoxe. Mais lui, dans sa poésie, fait le retour à la Grèce antique. C'est tout à fait significatif de cette période qu'est la redécouverte de la Grèce antique. C'est pas sa maman. Et alors, si vous voyez des Grecs aujourd'hui qui s'appellent Xénophon ou Platon, etc., il faut savoir que tout ça, ça a été créé au XIXe siècle, parce qu'en 1800, ils n'avaient aucun Grec qui s'appelait Xénophon, Platon et autres. Ils s'appelaient Théophile ou Georges, et ainsi de suite. Un petit mot sur ce combat pour la civilisation, là. 2-3 remarques. Qu'éventuellement on envisage d'aller la propager au fin fond de la Sibérie ou autre, mais en Italie, qui a été une zone d'échec pour les Français depuis François Ier, que c'est jamais servi de leçon pour y retourner, et surtout l'Espagne et le Portugal quand même. C'est vraiment quelque chose de choquant, même avec l'habillage, tous les habillages qu'on peut leur donner, parce que c'est quand même une période qui est proche, je dirais, de la Révolution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, en grande partie, pouvaient y croire.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où tout le monde sait très bien que ça sert les intérêts, quoi. À Naples, vous avez eu des partisans des Français, et en Espagne, les afrescados, je ne sais plus, les partisans des Français, qui étaient des modernistes, mais qui sont trouvés piégés parce qu'ils apparaissaient comme les instruments de la domination étrangère, alors qu'eux voulaient moderniser leur propre société. C'est tout l'intérêt de cette période, parce que ces dilemmes politiques qui sont posés là. Mais je vous rappelle par exemple que Victor Hugo, encore en 1830, dit « l'Espagne n'appartient pas à l'Europe, elle appartient à l'Afrique », dans la préface des Orientales. Donc, tout le sud méditerranéen, on va le venir voir dans la séance de cet après-midi, apparaît aux yeux des Européens de la fin du XVIIIe siècle ce que nous appellerions un pays sous-développé. Le terme n'apparaîtra au XXe siècle, mais l'idée est déjà là, on le verra tout à l'heure, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. J'ai un grand ami qui est professeur à l'université de Naples qui me dit, en bon napolitain, je me sens plus proche des Tunisiens que des Piémontais. Ce qui n'a pas empêché de faire un livre sur Napoléon et un livre sur Metternich qui vient de sortir au CNRS. Le professeur Migliorini, je vous le conseille. Mais ça vous donne des choses. Ce qu'il faut comprendre, et ça que ça reste un mystère, c'est que brusquement, entre 1750 et 1780, classiquement au moment de la guerre de 7 ans, brutalement, l'Europe devient une hyperpuissance par rapport au reste du monde. Ça, le constat, il est clair. Il n'y a aucune armée orientale qui ne peut résister à une armée européenne passé 1757. C'est une évidence, c'est clair et tout le monde le reconnaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est un problème sur lequel les historiens n'en arrivent toujours pas à comprendre. C'est à la fois toute la beauté, tout l'échec du grand livre de Brodel sur civilisation matérielle et capitalisme, parce qu'à la fois il fait une description mondiale, mais il ne comprend pas pourquoi l'Europe domine le monde à la fin du XVIIIe siècle. C'est en sens que le livre de Brodel est un échec explicatif, mais il est déjà très intéressant parce que c'est un échec. Alors, il y a eu des théoriciens qui ont dit que c'est à cause des révolutions militaires européennes successives qui ont donné aux Européens une supériorité militaire écrasante. Alors, ce seraient des produits des guerres du XVIe siècle, des guerres de Louis XIV, etc. Mais on s'est rendu compte que jusqu'à 1750, les armées orientales suivent. C'est-à-dire, à chaque fois que vous avez une innovation militaire en Europe, elle est quasiment adoptée jusqu'au Japon, dans la foulée. C'est le thème, vous vous rappelez le film de Kurosawa, Kagemusha, où on voit les Japonais armés de mousquets fournis par les pères jésuites. Et non seulement les Japonais ont des mousquets, mais ils font des tirs à la volée, etc. Et ainsi de suite, exactement comme les armées européennes de la même période. Et donc, tout ce qu'on peut déterminer, c'est qu'encore en 1800, l'armement des pays orientaux est l'équivalent de l'armement des pays européens. C'est-à-dire des fusées, des mousquets, des canons fabriqués artisanellement. Ça, c'est clair. Seulement, l'utilisation que les Européens en font n'est pas le même. Et c'est eux qui donnent cette supériorité militaire écrasante qu'ont les Européens dans cette période. L'armement de la révolution industrielle ne commence que vers 1850. C'est-à-dire les nouveaux fusils, le Martini, le Remington, le Chassepot, etc. C'est le moment où là, les Européens font de la production d'armes de haute qualité, produits industriellement, et la Winchester américaine, et ainsi de suite.
Là, bon, oui, c'est clair, l'armement des Européens est surclasse de très loin l'armement que tous les autres. C'est pour ça que maintenant, les autres pays sont obligés de prendre de l'armement occidental pour tenir. Mais avant 1850, ce n'est pas le cas. Alors bon, vous avez des explications quand même. Probablement que le taux d'alphabétisation de l'islam méditerranéen vers 1800 tourne autour de 10% chez les hommes. C'est des ordres de grandeur, on ne peut pas avoir des données. Il est déjà de 50% en France. Autrement dit, les 32 000 soldats de Bonaparte en Égypte sont à moitié alphabétisés, au minimum. Les officiers, ce serait ce qu'on appellerait aujourd'hui entre des bacs plus 2 et des bacs plus 5. Et ils ont en face d'eux des analphabètes. Bon, ça vous donne à ce moment-là les changements qui sont plus de nature qualitative que quantitative, enfin, à ce moment-là. Et la pointe technique de l'Europe, c'est le corps des ingénieurs et c'est le corps des officiers de marine. Alors là, vous n'avez rien d'équivalent. Les ingénieurs, c'est les futurs techniciens, je veux dire. De la seconde moitié des ingénieurs militaires de l'armée de Louis XVI, c'est l'école de Metz, c'est des Bonaparte, etc. Ce sont des gens qui sont déjà à bac plus 5, bac plus 6. Et il n'y a rien en face. Que ce soit de la Chine ou ailleurs. Donc c'est là où la supériorité militaire devient écrasante. Plus une chose aussi, c'est la capacité de projection des Européens à l'extérieur. On a une discussion qui existait déjà à l'époque de Montesquieu, puisqu'il en parle dans l'Esprit des lois. Montesquieu, on dit que le commerce de la Chine est supérieur au commerce de l'Europe. Ce qui est tout à fait probable, et Montesquieu a parfaitement raison de dire cela. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de jonque chinoise à Londres, tandis qu'il y a des navires européens dans les ports chinois. C'est là la chose qui a changé. Chef ? Je me demande si on peut faire une pause maintenant. On reprendra tout à l'heure sur le même fil. En tout cas, c'est très, très, très intéressant. Et ce serait bien de creuser aussi sur cette guerre des 7 ans qui a l'air quand même tout à fait cruciale. Parce que je me demande même si, sur le plan purement technique et militaire, cette guerre entre la France et la Grande-Bretagne n'était pas quand même un Prusse. Oui, et bien sûr. Mais je veux dire, qui a permis malgré tout de mettre à l'épreuve les armes nouvelles qui étaient là. Donc, je veux dire, il y a aussi cette... Mais vous savez, en dehors que la guerre de 7 ans a inventé le concept, le terme que nous connaissons toujours de perfide Albion. Oui. Parce que les Anglais nous ont attaqués sans nous déclarer la guerre, ils ont fait un Pearl Harbor. Donc de là vient l'expression la perfide Albion, qui nous a attaqués en traite. Et ensuite, les discours français et anglais de la guerre de 7 ans, c'est la nation, les citoyens. Et on a maintenant découvert que des fragments entiers de la future Marseillaise se trouvent déjà dans les textes de la guerre de 7 ans. C'est en ça qu'elle apparaît comme une matrice absolument extraordinaire. Bien, mais merci infiniment.